Monsieur l'inspecteur principal provincial Innocent Luciene ICOM, vous êtes de l'Omami 2, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Première organisation de l'ENAFEP, comme jeune province. Comment vous sentez-vous? Très à l'aise. Très à l'aise et content d'avoir organisé dans cette jeune province d'abord les épreuves de l'examen d'État. Donc c'est ça, et bientôt c'est la session lunaire. Nous venons en deuxième lieu organiser l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. Et tout s'est passé dans de très bonnes conditions et nous en sommes fiers. C'est pour nous l'occasion de féliciter nos participants élèves qui ont observé le règlement, le centre de passation, qui ont observé nos instructions, les instructions que nous avons communiquées émanant de la hiérarchie. Tout s'est passé dans de bonnes conditions, sur toute l'étendue de notre province éducationnelle. Nous en sommes vraiment fiers. Nous sommes également fiers de l'accompagnement de tout le monde, des parents, surtout de notre gouvernement provincial, à travers son excellent monsieur le gouverneur de province, Nathan Noumi, qui a envoyé un signal fort pour dire qu'il prenait à cœur le problème de l'enseignement, parce qu'alors que le trésor public n'a pas encore disponibilisé les moyens, bientôt là, je crois, ce seront les promesses, ce sera chose faite, mais au moins au niveau provincial, nous avons bénéficié de l'appui de notre gouvernement provincial pour le déploiement des superviseurs qui devaient aller sillonner tous les centres afin de se rendre compte des conditions de passation de ces épreuves. Le fait même que le gouvernement s'est impliqué, le gouvernement provincial s'est impliqué totalement dans l'organisation de ces épreuves en ce qui concerne la supervision, c'est déjà un bon départ et nous remercions sincèrement, lui réitérons nos remerciements. À ce jour, nous imaginons que vous avez toutes les données de partout, dans les 10 sous-divisions. Combien d'enfants ont participé à cette édition ENAFEP 2022? Nous l'avons eu à signaler le jour du lancement officiel qui a eu lieu ici dans la ville de Mounedito. Nous avions présenté la carte postale et à cette occasion nous avions présenté les données statistiques pour les inscrits, les candidats. C'est 41 618 candidats que nous attendions. Et sur les 41 618, nous venons de passer au dépouillement. Nous avons reçu le rapport de toutes les 10 sous-divisions et le nombre de participants s'élève à 36 432. 36 432 participants avec un taux de déperdition de l'ordre de 5 363. Donc, en termes de pourcentage, nous avons enregistré une déperdition de l'ordre de 13%. Ce serait dit à quoi, étant donné que l'ENAFEP est gratuit et ça a été observé? Justement, c'est ça qui nous dépasse un peu. Aussi curieux et absurde que cela puisse paraître, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait plus de 5300 abandons. Nous allons nous y atteler pour chercher les raisons qui sous-tendent cette situation. Et cette situation s'observe particulièrement dans les 2 sous-divisions de Ngandajika. Ngandajika 1, l'agglomération de Ngandajika 1 qui vient à terme de plus de 1000 abandons sur 7000 inscrits. Et Ngandajika 2 sur 3000 plus de 800. Donc vous voyez déjà les 2 pôles. Et c'est la même situation qui a été observée lors de la passation des épreuves de hors-session. Donc le taux d'abandon que nous avons enregistré
de ce côté-là était un peu plus criant, un peu plus prononcé. Nous avons enregistré, pour ne pas parler du coq à l'âne, dans la même proportion, c'était 12,3% taux de pétition à l'examen d'État. Et nous venons d'enregistrer à l'ENAFEP, 13%. Donc c'est proche. Si à l'examen d'État, il y a eu plusieurs raisons qui intervenaient, nous avions dû expliquer, mais pour le TENAFEP, nous n'arrivons pas à comprendre parce que là, c'est gratuit. Effectivement, la gratuité est observée dans notre province. Je dis sur toute l'étendue de notre province. La gratuité est observée. De ce côté-là, nous félicitons tous nos chefs d'établissement, nos enseignants qui ont compris le message du chef de l'État, qui ont compris que l'enseignement primaire est gratuit. Et c'est ce qui est observé chez nous. Cette vision de chef de l'État qui est saluée par tout le monde et matérialisée par son excellence, M. le ministre de l'État, le professeur Tony Momakazali, lui qu'on appelle les gardiens de la gratuité. Et aucune école à ce jour ne peut déroger à ces instructions-là qui tiennent à ce que la gratuité soit observée dans toutes nos écoles primaires. C'est ce qui s'observe. Mais curieusement, nous constatons en fin de cycle primaire qu'il y ait quelques candidats dans une proportion beaucoup plus importante qui ne participent pas à ces épreuves. Première organisation INAFEP ou épreuve nationale. Avant ça, c'était d'abord la session hors session examen d'État. Ça vous a quand même donné le goût. Cette fois-ci, c'est l'ENAFEP et dans quelques jours, c'est le TENASOSP. C'est dans combien de jours? TENASOSP même, c'est prévu pour quand? Selon le calendrier aménagé, c'est du 14 au 15. Du 14 au 15 juillet. Dans une semaine. Non. C'est le 7. La passation intervient dans une semaine. Et puis une question, c'est ceux-là qui échouent à cet examen, ils font quoi? Qui échouent à quel examen? À ce test. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur l'ENAFEP. Comme je l'ai souligné, cet examen s'est très bien déroulé pendant les 2 jours dans notre province. Et nous félicitons nos inspecteurs, tous les intervenants, qui ont compris que il fallait adopter un comportement patriotique. C'est pour l'intérêt de nos enfants, malgré le fait qu'il y avait passé par là l'appel, le boycott, ils n'ont pas suivi ce mot d'ordre-là. Ils n'ont pas suivi ce mot d'ordre. Donc on ne voit pas d'abord le matériel, d'abord l'intérêt de nos enfants qui passe avant tout. Et nos inspecteurs, au moment où je vous parle, nous venons de lancer l'ouverture des centres de correction à travers toute la province. Ça a commencé aujourd'hui. C'est la première opération qui a commencé, c'est le dépouillement. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette opération que j'ai pu avoir ces effectifs que je venais de vous communiquer en termes de participation. Donc, pour dire que nous sommes prêts pour tout. Et on a consenti des sacrifices. Et nous osons croire que chaque partie va jouer sa partition. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Le trésor public va également faire autant. Et je pense que c'est question de réunir les moyens. La promesse sera tenue. Et la correction va prendre combien de jours? Bon, nous avons voulu, parce que vous voyez bientôt là, nous entrons aussi dans une autre phase d'activité d'évaluation certificative. Des activités certificatives, notamment le TENASOS auquel vous venez de faire allusion. Nous avons bien voulu que ça aille un peu plus vite dans une semaine, si ça peut se faire. Tout dépend du rythme du travail et le moral est au beau fixe. Le moral est au beau fixe, oui. Ça va bien se passer. Alors je voudrais un peu répondre à votre question, celle de savoir quel sera le sort des enfants qui vont échouer. Au TENASOS. Mais nous appelons ça, c'est une évaluation certificative. Ça va? C'est une évaluation certificative. Ça veut dire que l'élève qui aura réussi par rapport aux normes, par rapport aux critères, c'est celui-là qui obtient son brevet et est admis en classe de 7e. L'élève qui n'aura pas réussi, ça nous ne le souhaitons pas, mais c'est un examen. Il va reprendre l'année. Oui, la 6e, parce que là,
Non, le Ténasos. Non, moi je voulais parler, À l'ENAFEP. Tout à fait normal. L'élève qui aura réussi au Ténasos. Oui. Parce que vous me posez la question sur le Ténasos. Cet élève sera orienté vers la classe de première des humanités selon les filières que l'élève aura, pas que l'élève aura par rapport à ses aptitudes, par rapport à ses compétences. Il y aura un avis d'orientation. Ça va? S'il est chaud. Mais il reprend la classe de 8e. Waouh! Mais waouh, pourquoi? Il a réussi à l'école. Non, il a réussi. Il y aura la moyenne, non? C'est comme à l'examen d'État. Vous pouvez réussir. Il y a 100%. Côté de l'examen d'État, côté école de l'école, c'est 100%. 100. Ténasos 100. Alors, si je donne, vous avez réussi à l'école 55%. Au Ténasos, je ne le souhaite pas. Vous avez obtenu 32%. Et quand vous faites la moyenne, ça vous donne combien? 87 divisé par 2, 44. N'est-ce pas? Et dans ces conditions-là, comment vous pouvez passer les classes? Vous reprenez. C'est l'information que l'on n'avait pas parce que donc, il n'est pas dit que, non, il n'est pas. Moi, je ne voudrais pas non plus que les gens soient effrayés et également qu'on considère que c'est. Alors, à quoi aura servi cette organisation? S'il était question, sinon on devait se limiter à constater les résultats de l'école et l'élève passe. C'est ça, non? Parce qu'il y a eu un programme. Ils ont été soumis à ce programme. Cette évaluation-là, ce n'est pas une évaluation interne. C'est une évaluation externe. Nous voulons contrôler les acquis scolaires. Les écoles ont formé. L'État vient et dit, bon, je voudrais me rendre compte à quel niveau, n'est-ce pas? Les enfants sont arrivés et comment ils ont assimilé les matières. J'organise une sorte d'évaluation. Nous appelons évaluation sommative. L'école, vous savez, c'est une évaluation sommative mais qui est interne. Mais ça, c'est externe. Un autre regard. Un autre regard. Il y a l'école qui est juge parti et l'État qui intervient pour dire oui, moi je voudrais d'abord observer le comportement des élèves par rapport au programme de cours. C'est les mêmes matières, les questions portent sur les mêmes programmes. On va un peu revenir sur l'organisation de l'ENAFEP. Monsieur l'IPP Innocent Luciene, vous avez été aussi saisi par le cas d'accident qui est arrivé ou survenu sur des enfants finalistes du primaire. Est-ce que d'abord, à ce jour, vous êtes informé, vous avez suffisamment d'éléments d'information sur ce cas? Oui, merci beaucoup. C'est au deuxième jour de la passation que j'ai été informé de cette situation-là. J'étais en tournée, j'étais au centre Moniditou, je crois, 15 à l'EPKM. Quand moi je suis arrivé, on m'apprendra qu'il y a un élève qui a été renversé, percuté par une moto et qui n'avait pas pu prendre part à la première journée et qui se trouvait à l'hôpital. J'ai suspendu ma tournée. Je m'étais dirigé d'abord pour avoir des informations vers le centre où l'élève devait passer son examen. Arrivé là-bas, j'ai eu des informations avec mon équipe. On nous a indiqué l'endroit où l'élève était interné. Et je l'ai vu, je crois que vous aurez des images de ma rencontre avec la visite que j'ai rendue à cet élève-là. Et je l'ai réconforté à ce niveau-là. Il avait toute sa lucidité et il s'exprime correctement en français. Et ce qui m'a surpris, c'est le fait que cet élève-là arrivait même à reproduire par cœur le numéro de téléphone de ses parents, de sa mère, les deux numéros de son père. Et on a échangé avec lui, en tout cas il s'exprime de manière beaucoup plus correcte et ce qui m'a réjoui, je l'ai réconforté. Mais je ne voudrais pas essayer de faire de la publicité. En fait, ce que nous avons pu faire, comme les frais pour son hospitalisation étaient presque à la portée de notre petite bourse. Ah, donc vous avez pris en charge cela? Oui, on a fait quelque chose dans ce sens. Ah, bravo. Merci. Bon, il fallait quand même intervenir. Parce qu'en fait, cet accident-là, non pas que c'est nous qui avions... C'est notre élève. C'est notre élève de notre province. Demain, nous ne savons pas ce qu'il peut être. Demain, il peut être le président de la République, le ministre, il peut. Alors, il fallait quand même qu'on intervienne. Donc, il s'est rendu au centre. Mais vous comprenez, avec nos motards, il faut comment ils conduisent. Et une moto venait à vive allure et il a ramassé.
C'est comme ça que l'élève, bon, Dieu merci que le pire ne s'est pas produit, mais du moins il s'est retrouvé avec une fracture au niveau du front. Du front? Oui, oui, au niveau du front, c'est du visage. Oui. Donc c'était violent. Oui, mais malheureusement le cerveau n'a pas été atteint au niveau du visage. Il s'est retrouvé avec une fracture et une jambe. Nous avons observé la jambe, une enflure là, un peu effrayante au niveau de la jambe, parce que le pneu passait sur la jambe. La jambe s'est vraiment gonflée. Mais nous espérons qu'avec le soin qu'on lui administre, que tout va passer et que d'ici là... Mais pour les épreuves, c'est... Bon, pour les épreuves, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux composantes qui interviennent en ligne de compte. Il y a la partie de l'école et la partie de Ténossos, les points de Ténossos, les points de l'école. Bon, l'élève, il est parmi les meilleurs, hein, parce que quand nous sommes renseignés, il est parmi les 5 premiers de sa classe. Il est parmi les 5 premiers de sa classe. C'est une situation atypique. Atypique, oui. C'est une situation atypique. Je n'ose me prononcer ici. Nous allons voir avec la commission de délibération comment on va apprécier le cas de cet enfant-là. Qu'elle dit c'est son résultat de l'école. Mais du moins, par rapport aux premières informations que j'ai eues, des témoignages reçus de l'école, c'est un élève qui se défend valablement. Il est parmi les 5 premiers de sa classe. Et d'ailleurs, son expression en témoigne. Quand j'ai eu, par le temps qu'il court, on dit que le niveau de l'enseignement est au rappel et en baisse. À l'école primaire, quand vous voyez un élève à cette taille-là qui s'exprime correctement en français, il est encouragé. Et je vous dis que j'ai apprécié sa maturité. Le fait même, quand nous avons cherché à entrer en contact avec les parents, par quel moyen, et lui se souvient de l'hôpital nous dira non, il a le numéro de ses parents et il a répondu. Franchement, que Dieu fasse grâce. Alors, Monsieur Innocent Lucien Neikom, nous rappelons que vous êtes l'inspecteur principal provincial de l'Omami 2, basé ici à Mounédito. Quel est le message pour terminer cet entretien? Bon, le message pour terminer cet entretien, c'est de remercier tous les opérateurs pédagogiques de notre province qui ont su donner chacun le meilleur de soi-même pour que les choses se passent normalement. Et le message de la fin également, c'est d'adresser nos remerciements à toutes nos autorités du niveau national, à commencer par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui, par sa vision, voudrait bien que l'élève congolais étudie dans les bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle il a promis consacrer la gratuité de l'enseignement primaire, d'ailleurs qui est un fait constitutionnel. Et il y veille. Il y a notre ministre de l'enseignement, son excellence le professeur Tony Moba, que nous appelons le gardien de la gratuité, qui tient par tous les moyens à redresser notre système de sous-secteur de l'EPST avec le concours de tout le monde, et cela par sa stratégie de la lutte contre les antivaleurs. Et toute notre action s'inscrit dans la ligne de cette vision-là de son Excellence, Monsieur le ministre, qui tient à ce que notre secteur, le sous-secteur de l'EPST, puisse redorer son blason et que les choses se passent normalement. Raison pour laquelle je demande à tous les parents et tous les autres opérateurs pédagogiques, à toute la communauté, de pouvoir nous accompagner dans les sens de cette vision-là, de manière à ce que nous ne puissions rien tolérer en ce qui concerne les antivaleurs, que ce soit le combat de tout le monde, et cela c'est le prix à gagner, et cela pour l'intérêt de nous tous, puisque quand nous luttons contre les antivaleurs en termes de dénonciation, nous attendons cela, mais pas que ce ne soit pas des accusations gratuites. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons franchement améliorer les choses dans notre province, et surtout notre jeune province. Il faudrait que nous partions sur de bonnes bases pour donner la meilleure formation à nos élèves.
Et comme il y a bientôt des évaluations qui restent, les restes des évaluations, notamment les témoignages et l'examen d'État, j'insiste, il y a certaines mauvaises pratiques qu'il faut absolument y renoncer. Ces mauvaises pratiques que nous condamnons, il arrive des fois que les enfants se permettent d'aller au centre avec les téléphones. Là, nous en faisons notre cheval de bataille. Probablement, l'usage du téléphone est strictement interdit au centre. Et j'interpelle tous nos candidats, particulièrement ceux de la 4e des humanités, c'est-à-dire l'ancienne 6e année, ceux-là qui ne se permettent pas d'aller au centre avec les téléphones. Et les parents doivent nous aider dans ce sens-là. Les chefs d'État doivent nous aider de contrôler leurs enfants de manière à ce qu'ils n'aillent pas au centre d'examen d'État avec les téléphones. S'ils ont des téléphones, qu'ils les gardent à la maison jusqu'à la fin des examens, ils vont récupérer leur téléphone. Mais qu'ils n'osent pas se présenter même dans les périmètres du centre d'examen d'État avec les téléphones. Nous avons mis sur pied un dispositif sécuritaire très renforcé, même dans les périmètres du centre. Vous trouvez un téléphone, en tout cas, on les confisque. Ça, nous ne voulons pas qu'il y ait tentative de fraude. Je ne dis pas qu'il y a la fraude, mais moi, je ne voudrais pas, c'est pour justement sécuriser ces épreuves. C'est là, c'est pour l'intérêt de nous tous. Lorsque nos enfants vont réussir d'eux-mêmes par leurs propres efforts, je pense que c'est un motif de joie, de satisfaction. D'ailleurs, ne dit-on pas à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Lipépé. Merci beaucoup.